Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des Rencontres de Port-Laf, ici dans les locaux de Finistère-Mervent à Port-la-Forêt, avec toujours cette même ambition, mettre en lumière la richesse de l'écosystème dans le domaine du nautisme et de la course au large. Des organismes, des entreprises, des institutions ont cette même passion pour l'innovation, mais elles tentent aussi de faire bouger les lignes dans un contexte d'urgence climatique absolue. Alors à l'échelle de notre territoire, des skippers notamment s'engagent au sein du collectif Finistère-Mervent. Ils s'engagent dans des actions de décarbonation du transport, comme le fait Jean Lecam avec les chantiers de l'Atlantique. C'est le cas aussi de Michel Desjoyaux avec le groupe Michelin. Certains explorent notamment des pistes d'énergie renouvelable ou également de matériaux biosourcés. C'est le cas de Roland Jourdain avec son entreprise Explore. Et puis c'est le cas aussi de l'entreprise Merconcept, fondée par François Gabard, une entreprise qui elle aussi est passionnée de performance, d'innovation, mais qui tente de le faire de la façon la plus responsable possible. Pour cela, Merconcept s'est doté d'un lab et son directeur, Michael Podorski, sera avec nous tout à l'heure pour voir justement quelles sont les pistes explorées dans le domaine des énergies renouvelables, de l'éco-conception ou encore du transport décarboné. Alors s'il est important de voir ce qui se fait sur le territoire avec les acteurs locaux, il paraît essentiel d'aller voir aussi ce que font les grandes entreprises françaises à l'échelle nationale et internationale. Et s'il y a bien une entreprise qui est concernée par cette urgence climatique et par cette nécessité de transition énergétique, c'est Total Energy. Comment ce groupe à résonance mondiale répond-il aux enjeux de la transition énergétique? Et quelles sont les actions, les moyens qui sont mis en œuvre, éventuellement les changements de cap opérés, notamment dans les domaines en lien avec l'océan? Quels sont les objectifs que l'entreprise s'est fixés? Sont-ils tenables et dans quel timing? Voilà, ce sont autant de questions que l'on avait envie de se poser et des questions sur lesquelles Clément Lavigne, qui a accepté notre invitation, directeur environnement renouvelable et référent océan pour Total Energy, va nous apporter son éclairage. Bonsoir Clément Lavigne. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser quand même à votre parcours parce que vous avez toujours eu, avant d'entrer chez Total, une appétence pour les sujets liés à l'environnement et à l'océan. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Déjà, je suis ravi d'être là et merci beaucoup de cette invitation. Alors effectivement, je suis ingénieur agronome de formation et dès le début de ma carrière, finalement, je me suis intéressé à ces thématiques océaniques. Quand j'étudiais les vaches, moi, je pensais poissons, ferme aquacole, etc., etc. Et j'ai commencé par travailler sur la thématique des marées noires et de l'impact des marées noires sur la pêche et l'aquaculture. Et puis, j'ai comme ça développé progressivement une connaissance des techniques de nettoyage des marées noires. J'ai travaillé chez des propriétaires de navires, de pétroliers, à Londres pendant 5 ans. Et puis, après un court passage dans le conseil, je suis rentré chez Total Energy en 2003. J'ai commencé par travailler au transport maritime de Total Energy sur justement la thématique, alors à l'époque ça s'appelait Total, mais sur la thématique de la préparation à la lutte et aux situations d'urgence, à la lutte anti-pollution. J'ai ensuite travaillé en raffinerie, à la raffinerie de Donges, qui est à Saint-Nazaire, à côté de Saint-Nazaire. Et puis, j'ai fait un passage par le Panama, par la Russie, avant de revenir au sein de l'entité corporate qui s'appelle One HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, au sein de Total Energy. Ce n'est pas un hasard finalement d'être venu vous spécialiser dans ce domaine-là aussi chez Total Energy. Tout à fait. Non, tout à fait. Alors l'entreprise est implantée dans 130 pays. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres qui vont nous permettre de connaître un peu mieux, de se rendre compte du poids de Total Energy à l'échelle mondiale et puis nous préciser aussi les activités qui sont en lien avec l'océan parce que c'est vraiment ce domaine qui nous intéresse ici. Oui, bien sûr. Alors Total Energy, c'est effectivement une implantation dans 130 pays, c'est 100 000 collaborateurs. C'est 800 sites industriels répartis un petit peu partout dans le monde entier. Et quand on pense Total Energy, on peut penser aussi recherche. Et par exemple, c'est 4 000 chercheurs, c'est 1 milliard de dollars de recherche tous les ans, avec un focus qui est progressivement allé vers les renouvelables. Aujourd'hui, on est à 50% de nos dépenses qui sont sur les énergies renouvelables et l'électricité et on pense monter à 60% dès l'année prochaine, ou en tout cas, c'est les instructions qui ont été données. Donc, il y a vraiment un intérêt autour de cette thématique. Après, en termes d'interface plus spécifiquement, aujourd'hui, Total Energy a à peu près 150 bateaux qui, tous les jours, transportent des cargaisons d'hydrocarbures, soit du brut, soit des produits raffinés. On a à peu près 50% de notre production de gaz et d'hydrocarbures qui vient du monde offshore.
On a un certain nombre de raffineries qui sont le long des côtes. Et puis, on est aussi des fabricants de polymères qui sont des précurseurs des plastiques. Donc ça fait un certain nombre d'interfaces. On va en parler plus en détail. Donc, forcément, Total Energy est très concerné par ce contexte d'urgence climatique absolue. Il y a eu les accords de Paris. Là, il y a eu la COP26. Il y a les rapports du GIEC aussi qui sont assez alarmistes. Total Energy a d'ailleurs changé de nom en 2020 pour s'intéresser aux énergies, pas seulement justement à l'énergie fossile, mais montrer qu'il y avait un intérêt à aller justement dans ces énergies renouvelables et dans des solutions alternatives. Parlez-nous des enjeux concrètement. Qu'est-ce que ça représente? Alors, quand on réfléchit océan, on sait qu'il y a un certain nombre de grandes menaces sur l'océan. C'est déjà le réchauffement, le changement climatique, la crise climatique. C'est associé à cette crise climatique les enjeux de biodiversité. Et puis après, associé à ces processus-là, il y a l'acidification, il y a l'érosion, il y a un certain nombre de grands sujets comme ça qui sont importants. Parce qu'on a pris conscience de l'importance de l'océan dans l'équilibre, y compris terrestre, oui. et de notre planète. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un pôle très important par rapport à ces thématiques-là. Et donc, la première des choses que fait Total Energy, c'est déjà de s'intéresser au changement climatique, c'est de s'intéresser à ces émissions de gaz à effet de serre et de regarder comment, avec la société, elle peut progressivement transformer le mix énergétique qu'elle commercialise de manière à pouvoir aller vers une énergie qui est décarbonée, sachant qu'on est dans un environnement ou dans un monde qui demande de plus en plus d'énergie. Et avec aujourd'hui 80% de l'énergie qui est produite par l'énergie fossile à ce stade, et très peu d'énergie renouvelable. Donc là aussi, c'est ces chiffres-là qu'il faut arriver à modifier. Oui, alors après, on n'invente pas de rapport. On s'intéresse à ce que peut produire l'Agence internationale de l'énergie et on fait nous-mêmes nos propres projections pour regarder comment on peut changer finalement ce mix énergétique. C'est-à-dire changer le mix, c'est produire plus d'électricité, électricité renouvelable notamment, c'est commercialiser du gaz qu'on voit comme une énergie de transition et puis progressivement réduire la part des hydrocarbures liquides. Alors vous parliez tout à l'heure du shipping, de cette fameuse flotte, avec là un enjeu avec les biocarburants et une réglementation qui s'est durcie. La taxonomie européenne est entrée partiellement en vigueur au sein de l'Union européenne en janvier 2022, avec de nouvelles règles donc, qui sont émises dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. Comment elles vous impactent ces règles? Forcément, on a l'impression que sous la contrainte aussi, et c'est valable pour toutes les entreprises, c'est sous la contrainte finalement qu'on va accélérer cette transition? Alors en fait, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que proposer un produit qui n'a pas de client, ce n'est pas non plus la solution. Et donc l'un des enjeux, c'est bien d'accompagner ces transformations et les évolutions de la réglementation, essayer de les comprendre et essayer d'être sûr qu'on est capable de proposer finalement un produit qui va permettre de faire cette transition énergétique. Alors concrètement sur le transport maritime, on a toute une activité autour du GNL comme fuel. Et puis, on est en train de travailler à des biocarburants et à des carburants de synthèse à terme qui permettront de décarboner le shipping, qui est un des éléments très importants. Pour prendre un exemple concret, aujourd'hui, on a un certain nombre de navires souteurs qui, justement, permettent d'alimenter en GNL pour le transport maritime des bateaux à Marseille, à Singapour, à différents endroits du monde. Et on aura l'occasion d'en reparler aussi tout à l'heure avec Michael Podorski. Il y a aussi cet enjeu du transport décarboné avec l'utilisation du vent comme énergie renouvelable. Vous disiez aussi tout à l'heure, il y a ce problème du plastique quand on pense à l'océan. On sait que c'est un problème majeur. Quels sont les objectifs que vous fixez là aussi par rapport aux polymères? Ce problème des plastiques, là aussi, on a des utilisateurs et il y a aussi cette question de comment on peut accompagner la société. Et sortir d'une dépendance très forte. Et sortir d'une dépendance, parce qu'après, les fabricants de plastique disent oui, mais ça pèse pas lourd, oui, mais c'est étanche, oui, mais ça apporte de la sécurité sanitaire, etc. En fait, ce que nous, on fait, et ça c'est très clair, c'est qu'on a aussi la vision que les plastiques à usage unique, c'est pas quelque chose qui doit continuer. Ensuite, on a une ambition qu'on a communiquée de commercialiser 30% de plastique recyclé en 2030. Donc ça veut dire qu'on commence à rentrer dans un cycle où le plastique qui pourrait être considéré comme un déchet devient quelque chose qui a de la valeur. Et ça, c'est une chaîne vertueuse qui permet d'avoir plus de ce qu'on appelle du feedstock, c'est-à-dire d'avoir de la matière qui est collectée, qu'on peut transformer, qu'on peut recycler et on peut aller plus loin. On travaille aussi avec d'autres industriels. Il y a une organisation qui s'appelle Alliance to End Plastic Waste qui cherche à développer des projets un peu partout dans le monde pour essayer de favoriser la collecte du plastique
avant qu'il n'arrive dans la mer, parce qu'on sait bien qu'une fois qu'il est dans les océans, c'est très très compliqué finalement d'aller le chercher. Ça se fragmente, c'est difficile à trouver. Avec des microparticules. C'est pas la solution. Oui, la solution, c'est encore de ne pas mettre le plastique dans Tout à l'océan fait. et non pas de dire qu'on va aller nettoyer les océans. C'est moins réaliste. Pour faire face aussi à la demande croissante d'électricité qui ne cesse d'augmenter, là, vous mettez l'accent sur le domaine éolien, les parcs éoliens et notamment en offshore, c'est ça? Oui. Oui, alors on a un savoir-faire dans le monde offshore, puisqu'on a depuis très très longtemps des plateformes, bien sûr, à la fois pour le gaz et puis pour les hydrocarbures. Alors une plateforme, qu'est-ce que c'est? On est dans 1000, 1500, 2500 mètres de profondeur, et puis on a finalement une structure, une petite usine qui va récupérer les hydrocarbures qui sont dans le sous-sol, qui va séparer l'eau, le gaz et puis les hydrocarbures. Donc tout ça, ça va être traité sur place. Et puis après, on va pouvoir exporter comme ça les hydrocarbures. Et souvent, on réutilise le gaz pour le réinjecter, pour maintenir la pression dans le sous-sol et pour que le réservoir continue à produire. Et donc, ce savoir-faire en termes de structure maritime, c'est quelque chose qui finalement est assez proche de la technologie offshore flottant. On a, nous, cette vision que l'électricité, c'est l'énergie du futur, que cette énergie, il faut qu'elle vienne des renouvelables. Les renouvelables, c'est le solaire, c'est aussi l'éolien. Et on a le sentiment que l'éolien offshore est probablement une piste qui nous permettra, ou qui permettra finalement à l'électricité renouvelable de se développer. Pourquoi ça? Parce que offshore, plus on est loin de la côte, moins il y a de conflits d'usage, même s'il est évident qu'on ne peut pas aller s'implanter n'importe où, n'importe comment. Oui, il faut qu'il y ait de la avec les pêcheurs qui ont peur de ces implantations. Bien sûr, ouais. Il faut qu'il y ait de la co-construction, il faut qu'il y ait du dialogue, il faut qu'il y ait de la planification d'espaces maritimes. Mais c'est vrai que plus au large, il y a plus de vent, les vents sont plus stables, ils sont plus forts. Et donc c'est quand même une façon aussi d'industrialiser d'une certaine manière la production d'électricité offshore. Et vous avez participé à un appel d'offres pour un parc éolien au sud de la Bretagne. C'est quoi les ambitions pour qu'on se rende compte combien de foyers on peut alimenter en électricité grâce à ce type de parc? Alors en fait, si on prend quelques ordres de grandeur, aujourd'hui, on a 150 personnes qui travaillent sur l'éolien tous les jours, parce qu'on a aujourd'hui à peu près 11 gigas de parcs en production ou en développement dans le monde entier. On en a en Écosse, on en a aux États-Unis, on en a à Taïwan, on en a en Corée du Sud. Et donc on répond à cet appel d'offres en France. C'est des dizaines de milliers de foyers qu'on peut alimenter. Après, on sait bien aussi que les énergies renouvelables, elles sont alternatives et qu'il faut s'assurer qu'il y a une continuité. Donc il y a tout un tas de réflexions sur comment est-ce qu'on stocke l'électricité, par exemple avec de l'hydrogène, quand elle est disponible et qu'elle n'est pas nécessaire, et comment est-ce qu'après on peut la restituer. Oui, avec l'idée d'arriver à jouer un petit peu avec les différentes énergies, qui certaines sont plus applicables dans certains domaines, et ça va être toute la difficulté aussi d'arriver à trouver le bon équilibre et progressivement remplacer cette énergie et puis fossile. plus pilotable. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de solaire la nuit, donc il faut essayer d'arriver à trouver des façons d'avoir une continuité électrique, avec des réseaux qui en plus doivent absorber des pics de charge par exemple. Mais en tout cas oui, on a le sentiment et on a la volonté de se développer sur l'éolien parce qu'on pense qu'on a le savoir-faire, on a la capacité à mobiliser des ressources et à coordonner des grands projets. Et puis on a aussi la volonté de se développer avec les territoires et je crois que ça c'est très important. On ne peut pas construire entre guillemets chez les gens sans que d'une manière ou d'une autre, il y ait des retombées aussi, à la fois pour le tissu industriel, à la fois pour les personnes qui vivent autour et puis qui vont être impactées. Bien sûr. Alors toutes ces innovations nécessitent évidemment des infrastructures et des investissements colossaux. Cette question de l'investissement, elle se pose. La force de Total, c'est de pouvoir réinvestir de l'argent qui est pris sur des activités de longue date pour pouvoir justement investir sur ces énergies renouvelables. C'est quoi la part d'investissement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on investit entre 3 et 4 milliards de dollars par an dans les énergies renouvelables et l'électricité. Donc en général, comme on n'est pas tout seul sur un projet, nous on est capable aussi, en investissant cet argent-là, de mobiliser des ressources complémentaires pour multiplier par 2 ou par 3 les investissements totaux. Et donc 3 milliards par an, ça fait à peu près entre 25 et 30% des investissements annuels de Total Energy. En fait, si on disait qu'on a une enveloppe globale, entre 12 et 15 milliards sur les 3 prochaines années par an, on a à peu près 50% qui est dédié aux hydrocarbures pour le maintien de la production. On a 25% qui sont dédiés au gaz.
on a 25% à peu près qui est dédié aux renouvelables et à l'électricité. Ça commence à faire pas mal d'argent en fait. Ouais, vous avez conscience que c'est une force aussi pour Seuls les gros groupes peuvent se permettre ce type d'investissement. C'est très compliqué pour des petites PME aussi. Alors bien sûr. Et puis, mais par contre, en fait, là où on pense aussi qu'on a un avantage par rapport à des électriciens purs, c'est qu'on est capable d'injecter finalement tout cet argent, tous ces capitaux dans le renouvelable, de fabriquer, de faire la transition. C'est-à-dire de payer les éoliennes, de payer les panneaux solaires et d'arriver à avancer comme ça. Alors si on parle des objectifs, on l'a dit, il y a des rapports alarmistes, il y a cet objectif de neutralité carbone à 2050. Est-ce que c'est réaliste? Et par rapport à cet objectif-là, il faut se fixer aussi peut-être des objectifs intermédiaires. Quel est le cas de Total Energy? Voilà, comment vous réagissez par rapport à ces objectifs? Alors je crois que les rapports sont, oui c'est ça, ils sont alarmistes et alarmants. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que, et il n'y a aucune ambiguïté du côté Total Energy, on a vraiment le sentiment, enfin on adhère à l'accord de Paris, on est aligné, notre politique, notre stratégie est alignée sur ces objectifs-là. Donc le premier objectif, mais c'est un objectif long terme, c'est 2050, c'est d'être ce qu'on appelle net zéro en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, on n'émettra pas plus, on n'émettra pas de nouveau carbone dans l'atmosphère, et tout le carbone qu'on pourrait émettre, on le compensera par de la forêt, ce qu'on appelle des nature-based solutions, ou par du carbon capture and storage, c'est-à-dire du stockage d'hydrocarbures qui est souvent capturé ou qui est souvent piégé au moment du processus industriel et qui sera réinjecté dans des vieilles poches de gaz qui sont vides. C'est pas très flatteur, une vieille poche de gaz, mais enfin c'est des champs de gaz qui sont, on dit déplétés, et qui sont du coup, on sait que c'est étanche, et c'est là que ce sera réinjecté. Donc ça c'est 2050, et c'est quand même dans très longtemps. Et donc le deuxième objectif, c'est des objectifs qui sont à plus court terme, c'est-à-dire 2030. Et pour 2030, on a prévu, alors c'est un tout petit peu technique, mais on a ce qu'on appelle le scope 1, scope 2, scope 3. C'est-à-dire savoir quels critères on prend en compte aussi pour atteindre cette neutralité carbone. Ouais. Alors le scope 1, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de nos opérations. Par exemple, quand on fait tourner une raffinerie, quand on fait tourner un four, quand on fait tourner une turbine, on brûle des hydrocarbures ou des fossiles, des énergies fossiles, et on émet du CO2. Ça, c'est ce qu'on appelle le scope 1. Le scope 2, c'est quand on achète de l'électricité qui vient qui résulte d'énergie fossile. Alors ça peut être de l'électricité, ça peut être de la vapeur. Par exemple, alors suivant les pays, cette part d'énergie fossile est plus ou moins importante. On sait bien qu'en France, il y a beaucoup d'énergie nucléaire, et donc l'électricité qu'on achète n'est pas très carbonée. Mais dans d'autres pays qui ont des centrales à charbon ou qui ont des centrales à gaz, le sujet est un peu différent. Et donc, pour le scope 1 et le scope 2, on s'est fixé comme objectif de baisser de 40% entre 2020 et 2030. Et après, après le troisième, scope 1, scope 2, scope 3, le scope 3, c'est tous les gaz à effet de serre qui sont émis parce que nos clients brûlent des énergies fossiles. Donc c'est compliqué à comptabiliser du coup. C'est compliqué à comptabiliser. Mais c'est par exemple l'essence qu'on met dans les moteurs, ça produit du CO2, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Et les objectifs qu'on s'est fixés, nous, ils sont bien sur scope 1, scope 2, scope 3. Et en Europe, sur le scope 1, plus 2, plus 3, on a prévu moins 30% en 2030. Donc ça veut dire que ce qu'on s'engage à faire, c'est à fournir à nos clients une énergie qui est moins carbonée, qui est moins riche en carbone, moins émettrice. Et ça, c'est une façon, finalement, d'aller vers une société, parce qu'en fait, on ne pourra pas faire ça sans la société, mais c'est une façon d'aller vers une société qui est moins carbonée. Ça se réalise dans cet espace-temps, à condition aussi qu'il y ait des changements d'attitude et des changements de comportement de la société, qu'on soit prêt à faire des efforts aussi à tous les niveaux. Mais c'est Et ça vous semble réaliste du coup de dire qu'en 2030, on peut atteindre ces objectifs? Oui, on voit qu'il y a des mesures quand même qui sont très encourageantes, qui ont été prises par la Commission européenne, le Fit for 55, enfin cet objectif de baisser les émissions de CO2. Et ça, après, ça se transforme de manière concrète sur le fait qu'on ne peut plus avoir de voitures à moteur thermique en 2000, je ne sais plus si c'est 30 ou 35. Enfin, il y a des choses comme ça qui concrètement feront que les gens ne brûleront plus d'hydrocarbures et donc n'émettront plus, et donc notre scope 3 du coup baissera. Alors parlons de votre rôle à proprement parler, justement pour permettre d'atteindre ces objectifs aussi. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Vous, en tant que directeur environnement renouvelable et référent océan, voilà, quel est le rôle qui se cache sous cette casquette, et puis qu'est-ce que le référent océan finalement? Alors le référent océan, c'est finalement un rôle qui m'a été donné et qui vise à m'assurer que l'entreprise
comprend ces interactions avec l'océan. Alors, je vous ai parlé du shipping, je vous ai parlé des raffineries en bord de mer, je vous ai parlé des polymères. On a cette commercialisation de carburants marins. On a aussi tout un travail associé à nos projets, par exemple, de capture de données de biodiversité. Parce que quand on va s'installer, que ce soit une ferme solaire ou pas solaire, mais une ferme éolienne, ou enfin, on le fait aussi à terre pour les fermes solaires, mais en mer, que ce soit pour une ferme éolienne ou pour un développement d'oil and gas, on va, dans un premier temps, faire ce qu'on appelle un Environmental Baseline Survey, c'est-à-dire une étude de l'état environnemental de la zone dans laquelle on est. Et à cette occasion-là, on fait des relevés, on va faire des campagnes de pêche, on va prendre des échantillons de sédiments, etc. On va collecter des données de biodiversité. Et ces données, on s'est engagé à les mettre à disposition de la société, de la communauté scientifique, de manière à pouvoir contribuer. Et donc ce rôle de référent océan, c'est d'aller chercher les différentes activités de Total Energy et de regarder comment on peut tous aller dans la même direction, comment est-ce qu'on peut mesurer et du coup manager les interactions qu'on a avec l'océan, les impacts qu'on peut avoir, etc. Et il y a cet enjeu de convaincre en interne d'emmener toute l'entreprise, en tout cas d'emmener tout votre département dans cette... Alors oui, c'est un enjeu global, hein, c'est un enjeu, c'est la prise de conscience sur l'océan, mais c'est aussi la prise de conscience de la nécessité de la transformation de la compagnie et de la transition énergétique. Et vous sentez que les gens il y a cette envie d'y aller et cette conviction qu'il faut y aller aussi, qu'il faut opérer cette transition. Alors, je crois que on connaît tous les phases du changement, c'est-à-dire qu'on commence par avoir peur, on commence par dire non, moi je ne veux pas changer, je suis très bien là où je sais. On reste dans cette zone de confort. Voilà, c'est ça. Voilà. Je sais faire un forage d'hydrocarbures, je sais faire tourner une pompe, je sais utiliser un échangeur. Et donc il y a la nécessité d'éduquer finalement aussi nos équipes et nos personnels à la transformation de la compagnie et de donner envie. Et donner envie, c'est montrer que finalement nos collaborateurs, on a construit par exemple une entité qui s'appelle OneTech et on a réuni tous les techniciens, tous les spécialistes des pompes qui avant étaient en raffinerie, étaient sur un champ oil and gas, étaient ailleurs. On les a tous réunis ensemble et on leur a dit demain, tu feras plus du pétrole, tu feras de l'électricité. Et la transformation aussi de nos investissements en R&D, ça passe aussi par là. Donc oui, il faut donner envie, et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est assez excitant, je dois dire, comme perspective, parce que si on a les gens qui poussent derrière, c'est quand même tellement mieux que quand ils résistent. Oui, ça c'est vraiment une... Et alors vous avez encore une autre casquette, vous êtes président de la Commission Océan pour l'Association française des entreprises pour l'environnement. Est-ce que là aussi il y a ce challenge de créer des synergies, de convaincre les entreprises de travailler ensemble dans la même direction ? Oui, alors ça c'est un rôle qui est très intéressant, je dois dire, parce que en fait cette association EPE, Entreprises pour l'environnement, elle vise à travailler sur un certain nombre de thématiques qui touchent notamment les grandes entreprises du CAC 40. Alors il n'y a pas que les entreprises du CAC 40, il y a 60-70 membres, mais en général ce sont de très grosses entreprises françaises. Et ces entreprises, un peu d'ailleurs comme Total Energy probablement, travailler sur l'océan sans véritablement le savoir. Et donc, la Commission Océan vise à leur faire prendre conscience aussi de leurs interactions avec l'océan et de regarder comment, ensemble, elles peuvent favoriser une meilleure prise en compte de ces thématiques-là, comment elles peuvent s'assurer qu'effectivement, il y a des progrès qui sont faits, il y a des synergies entre les entreprises pour aller plus vite, pour financer l'économie bleue aussi, ça c'est un vrai sujet. Ouais. Alors c'est ça. Alors derrière, il y a un travail qui est en cours en ce moment, notamment sur comment on peut financer l'économie bleue et comment on peut travailler, par exemple, sur la transformation, la décarbonation du shipping, sur la résilience des infrastructures, sur la thématique également des déchets et de ressources qu'il peut y avoir en mer. Comment on peut aller plus loin, finalement, sur ces thématiques-là et comment on peut s'assurer, avec les organismes financiers, parce que malgré tout, il faut qu'ils soient convaincus, et on a un très bon, soit dit en passant, on a une très bonne compréhension de ces enjeux aussi de leur part, comment ensemble on peut aller plus loin pour transformer les entreprises et assurer une meilleure prise en compte. Alors, il y a ce travail-là qui est fait et qui est très riche au sein de la France. Vous êtes quand même présent dans 130 pays avec, vous le disiez, des pays qui ont des enjeux, des histoires, des cultures très différentes. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que il y ait une même éthique, ou en tout cas de mettre du lien et de faire en sorte que tout le monde soit aligné avec la déontologie que se fixe le groupe ? Alors,
Comme on est un grand groupe, on écrit beaucoup de règles, on écrit beaucoup de politique, on essaie de s'assurer que les ambitions de la compagnie sont comprises à tous les niveaux de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un cadre référentiel. Il y a derrière des audits qui peuvent être faits pour s'assurer que les règles sont respectées, de manière à ce qu'on ait quelque chose d'homogène. Et puis au-delà de ça, comme je disais, il y a d'une part la volonté de donner envie aux gens, et d'autre part, on a un réseau qu'on appelle des Renewable Explorers. C'est des explorateurs des renouvelables, où dans les différents pays dans lesquels on est implanté, enfin il y a une 60aine à peu près de Renewable Explorers, on a des gens qui sont chargés d'essayer de regarder ce qu'il peut y avoir comme piste sur les renouvelables, notamment en lien avec les océans, pour permettre d'accélérer finalement la transformation. Mais on est bien conscient que les voitures électriques, elles seront d'abord présentes en Europe avant d'être présentes en Amérique du Sud ou en Afrique, et donc que les choses n'iront pas partout à la même vitesse. Mais en tout cas, il y a bien cette volonté d'arriver à, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, démocratiser la transformation et la transformation énergétique. Et on est l'un des acteurs de cette activité-là. On parle beaucoup de greenwashing, justement, si vous aviez envie de répondre, de donner au grand public, de retenir des projets très concrets qui montrent qu'il y a une vraie implication, que ça ne va pas se faire en 10 ans, mais qu'il faut y aller et que Total Energy y va. Quels seraient ces projets? Alors, donc là, on fait entre 3 et 4 milliards de dollars d'investissement dans les renouvelables. Ça fait assez cher pour du greenwashing quand même, parce qu'il y a sans doute des campagnes de com qui permettraient d'aller plus vite. Mais ce n'est pas ça le sujet, bien sûr. Ce n'est pas ça le sujet, d'abord parce qu'au sein de l'entreprise, on a des collaborateurs qui le demandent, qui ont des enfants, qui leur disent « Papa, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles pour des gentils ou pour des méchants ?» Il y a une prise de conscience bien aussi, sûr, et une envie d'être aligné avec soi, ne serait-ce qu'être aligné avec ses propres valeurs. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, on a des investisseurs qui nous demandent aussi d'être une compagnie résiliente. Et puis, on sait que c'est aussi un monde qui est concurrentiel, et donc il faut arriver à accompagner et même, si possible, être leader dans ce sujet-là. Alors, si on devait prendre des sujets très concrets, en lien avec l'océan, il y a cette volonté, comme je le disais, de se développer dans l'éolien offshore. On pense qu'on a à la fois le savoir-faire technique et puis organisationnel pour aller plus loin. Donc 11 gigas, comme je vous le disais aujourd'hui. 1 giga, c'est à peu près une tranche de centrale nucléaire. Donc c'est quand même significatif, qui est déjà en projet. On a derrière toute cette activité autour du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, comme carburant marin, comme produit pour les soutes. Et puis après, il y a ce travail qu'on fait aussi avec la société civile pour arriver à mettre à disposition des données sur le milieu marin, et la volonté en plus d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là, parce qu'on sait bien que ce sera au travers de la connaissance et de la compréhension du milieu qu'on pourra mieux le protéger et donc avoir une activité durable. Merci pour toutes ces informations et votre témoignage. On va poursuivre, on va revenir à l'échelle du territoire maintenant avec ces acteurs du collectif, ces skippers, ces marins, ces entreprises qui s'engagent à l'échelle locale. C'est le cas notamment de Merconcept. Et on reçoit le directeur du lab Merconcept, Michael Podorski, que j'invite à nous rejoindre sur ce plateau pour parler justement des pistes qui sont explorées pour travailler toujours dans l'innovation, mais de la façon la plus propre possible. Bonjour Michael, merci d'avoir également accepté cette invitation. Bonjour, merci. Alors, je le disais, vous êtes directeur du lab Merconcept, un lab qui a été créé lorsque Merconcept est devenu entreprise à mission. Expliquez-nous la vocation de ce lab, quelle est sa vocation et pourquoi il a été créé. L'idée de Merconcept et de François Gabard à la base était de dire que les innovations qui sont portées par les projets de course au large, elles peuvent profiter aussi au plus grand nombre. Et elles peuvent en particulier profiter et permettre de réduire l'impact du monde maritime. Donc aujourd'hui, Merconcept est structuré avec 2 départements principaux que sont la course au large, son cœur de métier historique, et puis un département mobilité maritime. Et le lab travaille à faire le lien entre ces 2 départements. Avec toujours quand même cette passion pour l'innovation et cet enjeu, mais l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver des solutions pour servir le monde maritime tout en continuant à progresser dans le domaine de la course au large. Exactement. C'est un laboratoire d'innovation durable. On s'attache à ce que toutes les innovations qui sont portées au travers de ce laboratoire et poussées au sein des 2 départements soient la plus durable possible. Pour faire ce travail,
En premier lieu, on opère des transferts de technologies entre nos deux mondes. Évidemment, historiquement, on s'appuie beaucoup plus sur la partie course au large et on opère des transferts vers la mobilité maritime, mais le contraire n'est pas interdit pour l'avenir. Et au travers de cela, on porte aussi de la R&D en s'appuyant sur 3 domaines principaux que sont les matériaux, l'énergie et le pilotage. Alors derrière le pilotage, il y a le pilotage du vol, parce que maintenant la plupart de nos bateaux volent, et le pilotage du cap, avec leur foil exactement, et le pilotage du cap, parce qu'on utilise aussi le vent, qui est une source d'énergie on ne peut pas faire plus décarboné. Et alors combien de personnes travaillent au sein du lab et quels sont leurs profils? Alors on a des profils assez variés, parce qu'en complément des 3 domaines que je viens de citer, on a aussi des axes de travail transverses, où on s'attache à se doter de moyens de mesure. D'une part de nos impacts, donc on travaille dans un premier temps à faire de l'analyse de cycle de vie des projets qu'on a pu mener, d'une part des bateaux qu'on a construits, puis après sur la phase d'exploitation. Mais ça, c'est pas notre cible. Notre cible, c'est de faire de l'éco-conception. Et là, le second type de moyen de mesure dont on se dote, c'est la mesure de notre performance. Sur la partie course au large, on va parler de performance des bateaux et donc en particulier de la vitesse, mais sur nos projets de mobilité maritime, on parle de performance énergétique. Donc pour ça, on traite un certain nombre de données, parce que nos bateaux génèrent des données, on a beaucoup de capteurs, et on fait en sorte d'exploiter au mieux ces données pour mieux mesurer. Alors, du coup, vu la diversité des domaines qu'on couvre, on a évidemment des profils assez variés. Aujourd'hui, en ce moment, on est 7 personnes au sein du lab pour répondre à la question. Ça va, on a des alternants, on a un alternant par exemple en licence pro composite, mais on a aussi des ingénieurs, des stagiaires, et on couvre tous ces domaines de compétences, donc à la fois sur la partie énergie, à la fois sur la partie analyse de cycle de vie, etc. Alors, quelles sont les applications directes? Là, on dit qu'on a entreprise à mission, donc la principale difficulté, c'est déjà d'arriver à mesurer l'impact carbone. Vous parliez du cycle de vie. Voilà, la difficulté, c'est d'arriver à trouver les bons chiffres. On le voyait tout à l'heure aussi avec Clément, c'est savoir notamment sur ce scope 3, quel est notre impact. C'est un des premiers objectifs quand on devient une entreprise à mission, c'est déjà savoir quel est son impact pour pouvoir prendre des engagements et se fixer des objectifs à moyen et plus long terme. Alors, quand on devient entreprise à mission, on se fixe des nouveaux objectifs qui sortent du scope d'une entreprise classique, qui sont environnementaux, sociaux, sociétaux. Ces objectifs, ils deviennent statutaires. Donc, ils sont bien inscrits au statut de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Après, une fois qu'on est entreprise à mission, on se fixe une mission, une raison d'être. Et la raison d'être de Merconcept, c'est je vais la citer textuellement, c'est « Réalisons le rêve de se déplacer durablement sur l'océan ». Une fois qu'on a cette raison d'être et notre mission, on se fixe des engagements. Nous, on a pris des engagements autour de nos cœurs de métier, que sont la course au large, celui sur lequel on travaille davantage aujourd'hui, la mobilité maritime, mais aussi des engagements qui sont propres à la gouvernance de l'entreprise. Donc au travers de tout ça, oui, on cherche aussi à mesurer l'impact de l'entreprise. Donc on a fait ce bilan carbone de l'entreprise cette année. Donc c'est le bilan de l'année réalisé passé, le premier bilan sur la base de 2021, mais qu'on vient de réaliser, où on a couvert les scopes 1, 2, 3, et c'est notre base. Alors, ça n'a rien à voir avec les chiffres qui viennent d'être évoqués, vu la taille de l'entreprise, évidemment. On parle de 80 personnes à Merconcept. L'émission, le bilan est qu'aujourd'hui, on émettrait, via l'entreprise Merconcept, 3000 tonnes par an. Et c'est sur cette base-là, sur ce premier bilan, qu'on va pouvoir construire notre stratégie bas carbone derrière. Avec la possibilité d'identifier quels sont les points les plus impactants dans ce bilan carbone. Exactement, c'est tout l'enjeu. Et c'est bien, en commençant par mesurer, qu'on peut après définir quels sont les axes de travail les plus pertinents. Pour faire ça, évidemment, on ne le fait pas tout seul, on est petit, on a évoqué un certain nombre de sujets, de thématiques de recherche. Là, on parle d'une stratégie bas carbone. On a construit aussi des partenariats via le lab avec des acteurs un petit peu plus grands qui ont un peu plus de recul. Sur la partie performance purement liée à notre bateau de course, on a travaillé avec Alstom qui est engagé aussi dans cette démarche de mobilité plus durable. Et puis sur la partie engagement, développement durable, on a un partenariat avec le cabinet Deloitte qui nous accompagne dans cette démarche. Donc c'est important d'aller s'appuyer aussi sur le savoir-faire et l'expérience de grandes entreprises. Alors vous le disiez, l'un des enjeux majeurs c'est la mobilité marine. Dans ce domaine, vous avez un projet très concret, c'est un catamaran électrique à foil. C'est ça, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. C'est le premier
projet qui a été mis à l'eau dans le cadre de cette volonté d'aller vers la mobilité maritime, qui est un catamaran électrique à foil, qui fait 12 mètres de long, 5 mètres de large, qui a été mis à l'eau au mois de février. Et pourquoi ce catamaran, on cherche à le faire voler ? Parce qu'en sortant la carène de l'eau, on limite les frottements sur la carène et donc l'énergie nécessaire pour se déplacer à une vitesse donnée. On avait un cahier des charges client qui était d'utiliser une énergie électrique, donc c'était un catamaran électrique alimenté par des batteries avec des moteurs électriques, avec une autonomie qui était visée d'atteindre autour de 90 000 à une vitesse de 22 nœuds. Donc ça, c'est notre premier projet concret. Et évidemment, en fait, tout le savoir-faire qui a été acquis sur la partie vol des bateaux de course, il a été utilisé pour mener à bien ce projet. Alors, encore une fois, ce projet, on ne le fait pas tout seul. Oui, c'est ça, il y a des partenariats qui ont été mis en place. Il y a beaucoup de partenaires de collaboration qui sont en place. Donc, on a travaillé avec VPLP, avec Madintech sur la partie contrôle de vol, avec Coastal Control, qui est une entreprise américaine sur la partie énergie. Donc vous avez pu vous appuyer sur un écosystème, savoir-faire de cet écosystème. Et alors, quel serait voilà, s'il fallait donner un bilan aujourd'hui, puisque ce bateau, on l'a vu dans la baie à Concarneau, voilà, est-ce que vous êtes satisfait et puis, quelles sont les projections, quelles sont les prochaines étapes? Alors oui, on est satisfait. Étant donné le nombre d'acteurs qui intervenaient sur ce projet, on pouvait imaginer que ça pouvait générer des difficultés, mais globalement, tout s'est très bien passé. La difficulté du métier d'intégrateur, c'est de faire en sorte que tous ces métiers puissent se parler sur un même support, et ça a plutôt bien été réalisé. Vous en avez parlé, il a déjà navigué dans la baie, il y était encore aujourd'hui. La prochaine étape, c'est de finir ces phases de mise au point et de pouvoir le livrer au courant de l'été aux clients. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer une industrialisation de ce type de produit? Là, c'était pour un client particulier, mais comment on pourrait imaginer que ce prototype, ce bateau-là, qui a été mis à l'eau, puisse servir plus généralement d'autres plaisanciers on travaille à des évolutions potentielles de ce bateau en utilisant d'autres sources d'énergie. En fait, notre travail consistera à proposer la source d'énergie la plus adéquate aux besoins exprimés par le client. Après, en quoi ça nous sert pour aller plus loin vers la mobilité maritime, c'est que c'est une vraie plateforme de test. C'est un vrai démonstrateur. Ça montre que des bateaux à usage autre que la course au large peuvent voler et être utilisés par, je dirais, le plus grand nombre à terme. Alors, autre piste très intéressante à explorer, et Roland Jourdain est un pionnier en la matière, ce sont les matériaux biosourcés. Il sera au départ de la route du Rhum à bord d'un catamaran avec un pont largement fabriqué en fibre de lin. Vous travaillez, vous aussi, sur ces matériaux biosourcés avec la conception d'un Mini 650. Parlez-nous aussi de ce projet, comment il s'est mis en place et quel est l'objectif? Alors, effectivement, on a travaillé à l'éco-conception d'un Mini 650. L'objectif du projet était de concevoir un bateau qui restait performant tout en réduisant son impact. Alors, pour mener à bien ce projet, on a bénéficié d'un financement de la région grâce au support de Finistère Mervent, et on a travaillé avec différents aussi interlocuteurs et collaborateurs. On a travaillé avec l'architecte Sam Manua, on a travaillé avec le bureau de calcul Jessie Design, et puis la plupart des essais matériaux ont été menés à l'Ifremer à Brest. Alors, cette question, c'était de savoir, est-ce que c'est possible? Donc, c'est possible d'avoir un mini performant qui utilise des matériaux alternatifs. Cette préétude tente à montrer que oui, c'est possible. Alors, encore une fois, comment on juge de la performance? Aujourd'hui, dans le cadre d'un bateau de course, c'est essentiellement sur le poids. Donc, avec une prise de masse qui nous semble relativement limitée et une réduction d'impact qui semble plutôt pertinente, on pense que c'est réaliste de construire un bateau de ce type. Et après, ça se vérifiera donc sur l'eau. Alors, quelle est justement l'issue, l'avancement de ce projet au-delà de la phase expérimentale? Alors, ce n'est pas encore contractualisé, c'est encore en phase de discussion, mais ça a déjà été communiqué. Beneteau s'engage, construirait 2 bateaux dans le cadre du projet The Arch 2023, qui vise à promouvoir des solutions pour la planète. Et alors, vous travaillez aussi, là, vous contribuez à un projet avec un optimiste aussi, hein, c'est ça? Avec Airplast. Effectivement, on a été mandaté par Airplast, qui a bénéficié. Airplast, c'est un acteur de la voile légère qui fabrique des bateaux, et c'est le fabricant français d'optimistes de compétition. C'est leader dans ce domaine, oui. Il nous a donc mandaté, il a bénéficié, Airplast, la société Airplast a bénéficié aussi d'un financement régional, là aussi grâce au support de Finistère Mervent. Et donc on a été mandaté pour construire un prototype d'optimiste. Visant à réduire les impacts, et pour répondre à ce besoin, on a utilisé des matériaux biosourcés. Donc là, on est sur le
prototype est à base de fibres de lin, de résine partiellement biosourcée, et l'âme des matériaux sandwich est elle aussi potentiellement recyclable. Alors on parlait tout à l'heure des parcs éoliens offshore. Il y a une des problématiques sur ces parcs-là, ça va être de conduire les personnes amenées à travailler sur ces parcs. Et là, vous avez un projet sur lequel vous travaillez également qui pourrait, alors ce ne sera pas forcément le cas, mais qui pourrait servir à ce type d'usage. C'est le Fast Falling Ferry Catamaran, c'est ça, FCUB? Tout à fait, on l'appelle le F-Cube pour Fast Falling Ferry. Okay. Donc c'est un projet qui est là aussi mené en partenariat avec VPLP et puis Alwena Shipping, qui est une entreprise qui est basée à Marseille, où l'enjeu est de faire du transport de personnes. On est sur un catamaran aujourd'hui qui va de 24 à 30 mètres, donc qui pourrait permettre d'embarquer jusqu'à 200-220 personnes, enfin sur la taille la plus grande. Et l'enjeu... Des enjeux de vitesse aussi, j'imagine. En fait, pour faire voler un tel bateau, parce qu'on embarque du monde et c'est un bateau d'une taille assez importante, cela nécessite quand même de le faire avancer à une certaine vitesse. Du coup, les cas d'usage, ils sont divers, mais ça peut être d'une part de décongestionner des routes en bord de côte, en particulier en Méditerranée, qui seraient saturées. Donc là, l'usage devient justifié si on peut atteindre une certaine vitesse. Et puis, un des cas d'application, on en a un petit peu parlé, ça pourrait être d'amener des équipes et du matériel sur les parcs éoliens offshore, où là aussi, s'il y a des rotations quotidiennes, il faudra répondre à une certaine contrainte qui est la vitesse. Alors on le disait, il y a pas mal de marins qui s'engagent, en tout cas qui tentent d'agir dans ce contexte-là et pour cette transition énergétique. On parlait en introduction de Michel Desjoyaux avec le groupe Michelin, de Jean Le Cam avec les chantiers de l'Atlantique et le projet Solidcell. Il y a aussi Zéphyr et Boré, Neoline, Grain de Sel, Todd, pour ne citer que cela. On parlait de l'importance aussi de mettre sa pierre à l'édifice. De quelle manière Merconcept ambitionne de le faire? C'est hyper important d'être dans cette synergie. C'est vraiment l'ambition, c'est d'arriver à accrocher ce wagon. J'ai envie de dire, c'est maintenant que la transition s'opère et il faut y aller. Mais c'est une certitude. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est passé aussi entreprise à mission. C'est que on prend évidemment la course au large, c'est le cœur historique de l'entreprise, mais elle prend d'autant plus de sens qu'on arrive à faire du transfert de technologie et qu'on arrive à participer à cette transition. Et on a des plateformes qui sont des supports de R&D qui permettent d'évaluer, de tester des solutions, d'embarquer. Donc oui, il faut aller dans ce sens-là, c'est sûr. Clément Lavigne, quel regard vous portez sur ces projets, sur ces entreprises locales qui tentent à leur échelle d'innover et de permettre cette transition énergétique, cette mobilité maritime, ce transport décarboné? Alors, déjà, étant un très 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 modeste voileux, je suis très séduit par l'ensemble de cette notion d'introduction finalement de tous ces savoir-faire dans les technologies de demain et dans les transports de demain. Après, je crois que c'est aussi l'une des choses que Total Energy essaie de faire, c'est de s'intégrer dans son territoire, c'est aussi de proposer aux entreprises qui sont dans le territoire de les appuyer si elles peuvent. On a une équipe Total Développement Régional qui justement accompagne des projets, accompagne des entreprises sur de l'internationalisation. Et donc on pense que c'est aussi notre rôle de grosse entreprise d'accompagner des structures qui sont de plus petite taille pour aller plus loin et pour aller plus vite si on peut servir de temps en temps. On en est ravis en tout cas. Oui. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Clément Lavigne, merci Mickaël Wodorski d'avoir été avec nous pour ce 8e numéro des Rencontres de Port-Laf. On espère que vos témoignages auront inspiré, éclairé notre public sur cette question de la transition énergétique et les actions que l'on peut mettre en place. On rappelle que Finistère Mervent est là pour accompagner les acteurs du nautisme et de la course au large, pour mettre leurs initiatives et leurs recherches en réseau. Ce plateau en est l'illustration. N'hésitez pas à repartager cette vidéo. Vous pouvez également suivre l'actualité du collectif sur les réseaux sociaux et bien sûr sur le site de Finistère Mervent, www.finisterremervent.com. Merci encore, belle soirée à tous. À bientôt.